Bienvenue dans le Moment MMA, émission du mardi 5 août 2025. Et sans plus attendre, le premier sujet, Tatsuro Taira qui a sorti la performance XXL ce week-end. Franchement, rien à dire, on a frôlé la perfection. Au micro, face aux journalistes, il a réitéré, je n'ai eu aucun problème à changer d'adversaire à la dernière minute et j'estime être le meilleur de la catégorie. Et quand tu es le meilleur, tu dois être capable d'affronter n'importe qui. On lui a posé aussi une question assez intéressante. Au round 1, est-ce que tu as trouvé que ton adversaire a plutôt bien défendu tes tentatives d'étranglement? C'est vrai qu'il l'a sonné très rapidement dans le combat, ils se sont retrouvés au sol. Moi j'ai cru que ça allait être la fin, et finalement Young Sung Park, même s'il sort pas le combat de sa vie pour le coup, il a plutôt bien défendu. Taira a dit que oui, en effet, la défense était bonne, mais surtout Taira il le sait, il est attendu sur ce genre de technique, il est attendu sur son sol et sur ses étranglements, donc son adversaire a tout donné pour ne pas taper dans le premier round. Et puis il le dit aussi, dans le deuxième round, c'était pas la panique de mon côté. Moi j'étais prêt pour faire 5 reprises. Ça aurait pu se passer debout, ça pouvait aussi se passer au sol. J'ai fait ce que j'avais à faire et finalement j'ai trouvé la solution dans cette deuxième reprise. Et puis pour la suite, bien sûr, il veut le titre. Mais si ça ne se fait pas, puisqu'il semble quand même que le titre se jouera entre Van et Pantoja, alors il veut combattre sur la même carte que ces gars-là. C'est très intelligent. Déjà, pour ce qui est du timing, si tu combats sur la même carte que le combat de championnat, et bah quelques mois après, tu n'as aucun souci à recombattre contre le champion du moment. Et puis, s'il y a un pépin de dernière minute, si un des deux se blesse, alors tu es déjà préparé, tu es prêt à prendre le combat. Ça, il ne l'a pas dit, mais c'est très clair, bien sûr. Et puis rapidement, concernant sa performance, d'ailleurs, j'ai fait un short hier, n'hésitez pas à aller le voir. Je débriefe, je détaille, j'analyse quelques phases de ce combat, surtout ce qui s'est passé debout que j'ai trouvé magnifique. Mais clairement, là, le message qu'il a envoyé, si on n'est pas dans la même galaxie entre mon adversaire et moi, je suis tout proche d'un combat pour la ceinture, alors que lui est une classe en dessous, et il a besoin de faire ses preuves. Clairement, c'est sûr que là, dans l'octogone, le niveau n'était pas le même. Cette carte qui ne s'annonçait pas géniale sur le papier, on en avait parlé d'ailleurs avec Y a-t-il trop d'événements UFC? On en parlait dans la dernière émission. Voilà, on disait il y a des cartes qui font pas rêver sur le papier. Bon bah là pour le coup, ça faisait peut-être pas rêver tout le monde sur le papier, ça faisait peut-être pas rêver le grand public, mais quand je vois la performance de Brenner contre Ribovic, j'étais vraiment enchanté, j'ai adoré. Je me suis dit c'est sûr, ces deux-là, ils repartent avec le bonus. Et juste après, on se prend un Rebecki contre Duncan, une guerre là aussi. D'ailleurs, les deux ont eu le bonus, c'est entièrement mérité. Tu sais, il y a beaucoup de combattants, ils ont un contrat pour combattre, et s'ils gagnent, ils doublent leur prime de combat. Là, tu imagines, tu fais un combat comme Rebecki ou même comme Brenner. Rebecki qui a fini défiguré, et tu repars qu'avec la moitié finalement de ton cachet. Bien sûr, c'est très dur, ça s'est pas joué à grand-chose. Donc le bonus, forcément, va faire plaisir. Et puis malheureusement, chez les femmes, la française Nora Cornol s'est inclinée. Bon premier round, mais son adversaire très intelligente. Debout, c'est compliqué. J'amène le combat au sol au deuxième round. Je vois que je suis en sécurité. Je vois que je domine. Je fais la même chose au troisième. Malheureusement, la Française qui n'a pas eu les armes pour trouver la solution. Et puis Neil Magny, quand même, le vétéran, qui nous fait encore une fois un retour. Alors c'est pas comme contre Mike Malott, où il était totalement dominé, pardon, et il était revenu, il était reparti avec la victoire. Là, il était un peu moins dominé, mais quand même, tu sentais que c'était un peu dur, il avait du mal à trouver ses marques. Et puis d'un seul coup, on retourne la table et on s'impose. Neil Magny, vétéran chez les vétérans. Max Holloway, maintenant, on sort de cet événement. Si vous comptiez le revoir avant la fin de l'année, ça va peut-être être un peu compliqué. Il est blessé à la main droite, il a toujours des douleurs, il n'est pas encore remis, donc il n'y croit pas trop. Il mise plutôt sur un retour en 2026. Et puis qu'on parle de Max Holloway, sa performance c'était à l'UFC 318, si je ne dis pas de bêtises, c'était contre Dustin Poirier, ça j'en suis sûr. Cette carte avait rencontré pas mal de changements de dernière minute. Et Sean O'Malley nous apprend que lorsqu'il a su que l'UFC avait du mal à combler cette carte, il les a contactés et il a demandé à affronter Cory Sandhagen. Il pense que ça ferait un super combat. Maintenant, l'UFC lui a répondu qu'ils avaient d'autres plans pour Cory. On sait maintenant que Cory va affronter Merab Dvalishvili. Mais Sean O'Malley ne perd pas espoir. Il pense qu'il pourrait affronter son compatriote dans les mois à venir ou dans les années à venir, pourquoi pas.
En tout cas, plutôt surpris. Sean O'Malley qui voulait revenir si rapidement, peut-être qu'il pense qu'il a besoin de combattre un peu plus, il voulait se remettre dans le mix. Il pense aussi sûrement que Cory Sandhagen est un match-up le plus simple pour lui que Umar Nurmagomedov ou Merab Dvalishvili. Je le pense aussi, mais attention à Cory Sandhagen, bien sûr. On va maintenant parler de Khamzat Chimaev. Vous savez, il a dit il y a quelques mois qu'un de ses soucis majeurs, c'est qu'il s'entraînait trop, il avait du mal à s'écouter, il enchaînait les heures d'entraînement, et puis forcément le corps s'use, la santé s'use un peu, et quand il arrivait proche de l'échéance, c'était soit la blessure, soit la maladie, parce que le corps était affaibli. Et là, on a Arman Saroukian qui insiste, en effet, Chimaev ne sait pas s'arrêter, on a besoin d'un entraîneur qui le coach 24 heures sur 24, un gars qui est avec lui et qui lui dit quand s'arrêter. On a aussi besoin de traquer sa récupération. On doit prendre des repères, prendre des marques pour être sûr qu'il n'en fait pas trop. Chimaev, hein, j'espère qu'il a appris de ses erreurs du passé. C'est vrai que c'est un monstre, c'est vrai qu'il a un niveau de dingue, mais il a quand même dû se retirer de pas mal de combats. Il a aussi souvent dit qu'il arrivait très loin des 100% dans l'octogone. Vous me direz, aucun combattant n'arrive au top le jour J, hein, ça n'existe quasiment pas. Mais c'est vrai que lui a tendance à être très entamé. Pour l'instant, ça lui a souri, vous me direz. Donc espérons qu'il ne refasse pas les mêmes erreurs que par le passé. Et comme je vous parle de Chimaev, on a Rainer Derrider hein, qui n'arrête plus les interviews. Vraiment, c'est la poule aux œufs d'or hein, pour les journalistes. Il est partout, dans tous les médias. C'est du 3-4 interviews par semaine depuis qu'il a battu Whittaker. Hein. Franchement, ça n'arrête pas. Et lui, il explique hein, que dans le combat pour le titre entre Chimaev et Dricus du Plessis, il préfère pour sa carrière que Dricus du Plessis s'impose. C'est pas une question de match-up, on en a déjà parlé. C'est surtout que d'après lui, si Chimaev prend la ceinture, on est peut-être parti pour plusieurs mois d'inactivité. Donc lui serait bloqué, toute la catégorie serait bloquée. Alors que si c'est Dricus du Plessis, il le dit, entre 4 et 6 mois, du Plessis sera de retour. Faut pas qu'il se blesse bien sûr. Mais voilà, pour faire avancer sa carrière, pour faire avancer la catégorie, il préfère que Dricus du Plessis conserve sa ceinture. Et puis il a aussi parlé des riders de son striking à lui. Il le dit avec un peu d'humour. Hein. Mon striking ne ressemble pas forcément à celui d'Adesanya. Il n'est pas du même niveau. Mais sincèrement, je pense que je vais réussir à avoir du respect avec mon striking, car je le trouve de plus en plus efficace. Alors c'est vrai que c'est pas très beau à voir. D'ailleurs, j'avais fait aussi un autre réel sur ses déplacements, sur ses entrées. C'est vraiment très particulier. Maintenant, il faut avouer qu'il est quand même assez efficace. Le coup de genou qu'il envoie, il a le bon timing. Bon, maintenant, il va être attendu dessus, forcément. Il va aussi falloir trouver autre chose. Mais c'est vrai, il faut avouer que son striking s'améliore, pardon. Et un peu comme Dricus du Plessis, c'est pas très beau à voir, c'est pas très académique. Mais force est de constater que c'est quand même assez efficace. Michael Venom Page, toujours chez les poids moyens du coup, parce qu'on va parler de catégorie de poids. Il a déclaré hein, qu'actuellement, il continuait à combattre chez les poids moyens. À la base, je rappelle que c'est un poids welter, il est arrivé à l'UFC chez les welter, et il a fait ses 2 premiers combats dans la catégorie, si je dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce qu'il continue chez les moyens ? Tout simplement parce que lui, ce qu'il veut, c'est des gros noms, c'est des gros combats, c'est que les projecteurs soient braqués sur lui. Et actuellement, c'est plutôt la catégorie des poids moyens qui lui permet de faire ça. Il explique qu'il a call out, qu'il a appelé tout le monde chez les poids welter à venir l'affronter et que personne n'a répondu, alors que chez les poids moyens, il arrive à choper des gros noms. Là, il s'apprête à affronter Jared Cannonier, on en a parlé la semaine dernière. On pourrait lui répondre qu'en effet, chez les poids welter, personne ne te répond, mais moi je te dirais plutôt qu'on ne te répond plus depuis que tu as perdu contre Yann Gary. Parce qu'en perdant contre Gary, tu as prouvé que le haut du panier pour toi, ça allait être très compliqué. Donc un gars qui est dans le top 5, pourquoi affronter Michael Venom Page? Je n'ai rien à gagner, j'ai tout à perdre. Alors que chez les poids moyens, il est arrivé, il a pris Sharapudin Magomedov, un gros nom, là il prend Cannonier. Cannonier le dit d'ailleurs, hein, j'aurais préféré un mec mieux classé. Cannonier, tu comprends qu'il n'a pas trop eu le choix. Mais voilà, je peux comprendre que les poids welter lui tournent un peu le dos parce qu'ils n'ont pas grand chose à gagner. En tout cas, les gars du top de la catégorie, bien sûr, derrière lui, au contraire, je pense qu'ils aimeraient bien accrocher Michael Venom Page à leur tableau de chasse. Je vais vous parler maintenant de Renato Moicano. Vous le savez, l'UFC a été condamné à verser des fortes sommes d'argent à ses combattants, à certains d'entre eux en tout cas. Lui devait toucher 200 000 $ et il les a refusés. Il expliquait que c'était la loi du marché, il savait quel contrat il avait signé avec l'UFC. Donc il ne veut pas de cet argent.
Il y a plusieurs combattants ou anciens combattants qui ont réagi. Notamment, on commence avec Brendan Schaub, qui le dit, hein, Dana White, il parie 200 000 dollars tous les soirs au casino. Qu'est-ce que tu crois? Pour lui, cet argent est insignifiant. Ne pense pas qu'ils vont favoriser ta carrière, qu'ils vont donner un coup de pouce à ta carrière parce que tu as refusé cet argent. Ils n'en ont strictement rien à faire. Et puis tu as aussi Matt Brown qui ajoute je ne sais pas ce que pense Moïcano, peut-être qu'il se dit qu'il va gagner le respect de tout le monde parce que c'est quelqu'un de loyal. Ok, c'est bien pour lui, mais c'est faux. Tout le monde se dit que c'est un idiot d'avoir refusé cette somme d'argent. Moïcano, bien sûr, a répondu et il explique moi, je ne veux pas me faire bien voir de l'UFC. Je n'attends rien de l'UFC. Quand ma carrière sera terminée, je ne veux pas être ami avec les gens de l'UFC. Mais le truc, c'est que moi, j'ai des principes. Lui, on le sait, il est dans la pensée libérale à fond, hein. Donc, c'est très peu d'intervention de l'État. C'est la loi de l'offre et la demande, c'est le marché. Bref, on va pas faire un cours d'économie. Mais lui, il croit à ça. Donc, il dit voilà, les mecs comme Matt Brown et comme Schaub, si eux, ils n'ont pas de principes, c'est bien. Mais moi, je vis selon mes principes et je les applique. Chacun son point de vue là-dessus. 200 000 dollars, c'est une grosse somme d'argent. On sait que lui, récemment, il prend pas mal, hein. Ses derniers combats, ça vaut le coup. Surtout quand il a affronté Islam Makhachev. Maintenant, je peux comprendre aussi quand tu prônes le libéralisme, que tu parles beaucoup, hein, il l'a dit, faites-moi combattre au Brésil, vous allez voir quand je vais prendre le micro ce que je vais dire sur nos politiques, etc. Quand tu as ce genre d'ambition, si derrière tu prends de l'argent, alors c'est légal, hein, on a demandé à l'UFC de verser cet argent-là, mais on pourrait te le reprocher, donc stratégiquement, c'est pas forcément le meilleur des choix. Maintenant, chacun, bien sûr, aura son point de vue là-dessus. Une des dernières victimes de Renato Moicano, justement, Benoît Saint-Denis. On le sait, on est reparti pour affronter un Brésilien de son côté à l'UFC Paris, Mauricio Ruffi, et les cotes sont ouvertes, vous pouvez parier 1,46 pour Ruffi, 2,53 pour Benoît Saint-Denis. Ruffi est donc favori dans ce combat-là. Ça fait beaucoup parler, hein. J'ai pas sélectionné tous vos messages, mais entre ceux qui pensent que Benoît Saint-Denis va battre Ruffi parce que Ruffi n'a rien prouvé à l'UFC, et ceux qui pensent au contraire que Ruffi va se jouer de Benoît Saint-Denis, dont la défense debout n'est pas assez bonne pour résister aux Brésiliens, j'ai quand même sélectionné deux de vos messages, notamment celui de Check Gaming qui me dit pour Benoît Saint-Denis, de toute façon, qui n'est pas dangereux dans la catégorie? Là, je suis d'accord avec toi. Personne n'est un cadeau dans et hors du top 15. Donc quoi qu'il en soit, qui que ce soit, il faut avancer. Le seul problème, c'est que si Benoît Saint-Denis gagne, on va nous sortir l'excuse que Ruffi n'est pas dans le top. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, ce week-end, hein, quand tu vois des combats qu'on a eu, les deux Fight of the Night, là, si je dis pas de bêtises, c'était chez les poids légers, hein. Ouais, c'est ça. Tu imagines ces gars-là contre Benoît Saint-Denis, c'est des vraies guerres. Alors, je dis pas que techniquement on va se régaler, mais par contre, Benoît Saint-Denis qui aime bien aller à la bagarre, tu les mets contre ces gars-là, bon, il peut se faire coucher très rapidement, mais il va y aller, il y aura du sang, donc ce sera des combats très fun à voir, si c'est des combats qui ont lieu un jour, bien sûr. Mais oui, la catégorie, il n'y a pas de cadeau chez les poids légers, et je suis aussi d'accord avec toi, s'il gagne, on va nous dire non, mais en fait, Ruffi, il n'était pas si bon que ça, etc. Bon, ça, l'histoire, on la connaît par cœur, et on a aussi Claude Cognac qui me dit regardez le troisième round de Ruffi contre Lone Top. Dans son dernier combat, c'était juste avant Bobby Green. Lone Top, c'est 0-3 à l'UFC et il vient d'être dégagé. Il est du même niveau que Prepolek. Prepolek, c'est le dernier adversaire de Benoît Saint-Denis. Bah, c'est pas beau à voir. Ruffi n'a pas réussi à se débarrasser de ce no-name. Je pense que c'est plus serré que ce que les gens pensent. C'est un combat qui va faire beaucoup parler pour répondre à ça. Je pense que ça mérite une petite analyse, même on pourrait se demander pourquoi Benoît Saint-Denis est autant aimé ou détesté. Je pense que ça vient beaucoup de ce qui se passe dans la cage. Certains qui disent oui, on ne le voit pas progresser, c'est frustrant, il va stagner. Mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors de la cage aussi, hein. Ses avis, ses changements d'avis, son changement de coach, etc. Ça serait vraiment très intéressant, mais déjà techniquement dans l'octogone, quand on va se rapprocher du mois de septembre, on pourra en parler un peu plus en détail. La fin d'année va être costaud pour la team Khabib, UFC 322, donc là on sera en novembre au Madison Square Garden, Jack Della Maddalena contre Islam Makhachev. Alors rien de tout ça, je n'ai pas vu les officialisations, mais il semble, ça parle de tous les côtés, il semble que ce soit fait. On attend les officialisations, donc prenez avec des pincettes, on est sur du 90% sûr. Madison Square Garden, début novembre, Jack Della Maddalena, Makhachev. Mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, UFC Vancouver, Mario Bautista contre Oumar Nurmagomedov. Et au PFL, la revanche entre Ousmane Nurmagomedov et Paul Hughes. Et ça devrait avoir lieu à Dubaï le 4 octobre prochain. Et on continue avec les annonces de combat. Ce n'est plus la team Khabib cette fois, c'est Abous Magomedov contre Joe Pyfer le 4 octobre à Las Vegas, pardon.
Au PFL, Lobov contre Tukugov. Pas un combat très important, c'est pas un truc que je vais suivre, mais Artem Lobov, je l'avais complètement oublié. Je ne me souvenais même plus qu'il combattait. Pour ceux qui savent pas, hein, Lobov, c'était l'ami de Conor McGregor, son sparring partner de choix. C'est de lui qu'était parti le conflit avec Khabib Nurmagomedov. On s'en souvient, Lobov est dans un hôtel. Khabib arrive avec toute son équipe, il l'entoure. Khabib lui reproche, je crois, d'avoir dit quelque chose sur son équipe, etc. Et le gifle. McGregor devient fou, il prend l'avion et on se souvient, il jette le caddie dans le bus, etc. Tout ça pour qu'au final, Lobov et McGregor s'embrouillent pour une histoire de business concernant le whisky de McGregor et maintenant les deux se détestent. Comme on parle du PFL, on a Don Davis qui est le boss du PFL qui nous apprend qu'il a proposé au One Championship de faire une super carte champion contre champion. Apparemment le One a refusé. Pourquoi? En tout cas d'après lui, parce que le One a peur que tous ses combattants, tous ses champions se fassent battre par ceux du PFL. Rappelez-vous de Diego Sanchez, une carrière quand même de dingue, des combats de dingue en tout cas. Il termine sous l'influence d'un coach, mi-gourou. Il en avait parlé plus tard en disant qu'il était sous emprise, etc. Et il faisait un peu de la peine très sincèrement. Là, il vient de se faire arrêter. Apparemment des histoires de détention d'armes. Je vous mets la vidéo à l'écran. Il fait quand même toujours de la peine à voir Diego Sanchez. On préférait quand même le voir dans l'octogone. Je vous disais la semaine dernière que Brock Lesnar était banni. Certains m'avaient donné des petites confirmations, des éléments de réponse sur le pourquoi il était banni, etc. Bon, bah ça a tourné court. Ce week-end, il y avait un gros événement de catch, WWE. Il était de retour sur le ring. Les Américains, franchement, je regarde pas le catch, mais ils savent vendre les choses, hein. J'ai vu la vidéo de son entrée. C'était vraiment un truc de fou. C'est quand même un événement, Brock Lesnar en tout cas, qui semble tranquille niveau judiciaire du coup. Et puis Rampage Jackson qui lance sa propre promotion. Ça va s'appeler le Rampage Combat et les débuts ce sera pour le 20 septembre. Il semblerait que ce soit des shows de MMA et ça devrait avoir lieu à Los Angeles en Californie. Les amis, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes gratuitement, notamment sur Patreon. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes. D'ici là, portez-vous tous très bien. Salut!